d'entre vous qui pensent qu'il n'y a jamais d'élection dans des régimes autoritaires, vous vous plantez. Le 3 décembre, les Vénézuéliens ont été appelés aux urnes pour un référendum sur l'annexion de l'Essequibo, une région du Guyana. Ça fait plus de 100 ans que le Venezuela et le Guyana sont empêtrés dans une dispute territoriale. Et forcément, le fait que d'importants gisements de pétrole ont été découverts au Guyana n'a fait qu'accentuer les réclamations vénézuéliennes. Le territoire disputé représente quand même presque 160 000 km², soit 74% du territoire guyanien. Or, comme si ça suffisait à lui conférer un semblant de légitimité, le régime maduriste a organisé un référendum pour déterminer l'avenir du Guyana Essequibo. Évidemment, le résultat était prévisible. 95% des suffrages exprimés étaient en faveur d'une annexion pure et simple. En vrai, les revendications du Venezuela, elles sont anciennes et ça fait longtemps que la question est sur la table. Mais ces derniers mois, Maduro et sa clique ont lancé une véritable offensive pour soustraire l'Essequibo des mains des Guyaniens. Maduro dépoussière la revendication de souveraineté du Venezuela sur les Guyanes et Essequibo. Lula veut éviter une guerre entre le Venezuela et le Guyana et envoie un homme de confiance comme médiateur. Alors, je vous dis pas la campagne massive qu'on a vue dans les rues, avec des spots publicitaires, des concerts, du merchandising, des parades militaires et une déferlante de propagande sur les réseaux sociaux. Résultat, d'après les autorités, un peu plus de 10 millions de réponses ont été déposées dans les urnes par les Vénézuéliens, dont 95% en faveur de l'annexion. Alors 10 millions de personnes qui votent, c'est environ 50% de taux de participation, ou bien d'abstention, ça dépend de comment vous voulez présenter les choses. En revanche, on ignore si ces données sont vraies. Les images qu'on reçoit montrent des bureaux de vote pratiquement vides. En fait, plusieurs experts considèrent que seuls 2 millions de personnes auraient réellement participé, soit 10% de la population en âge de voter. C'est l'occasion de rappeler que 6 millions de Vénézuéliens ont fui le pays à cause de la misère et de la violence. Bref, on se doute bien que le nombre réel est probablement bien en deçà, mais bon, on est dans une république bananière, donc on ne pouvait pas attendre autre chose de la part du régime maduriste. Surtout que ça ne serait clairement pas la première fois qu'on bourre les urnes au Venezuela pour compenser la faible participation. C'est comme ça que Maduro avait réussi à se faire réélire en 2018 pour un deuxième mandat, alors que l'opposition boycottait le scrutin. N'empêche qu'à présent, Maduro et ses comparses en sont ressortis plus forts. Comptent bien surfer sur la vague pour gagner en popularité. Leurs discours nationalistes exaltants promettent la restitution du Guyana Essequibo au peuple vénézuélien, à qui il appartiendrait de plein droit. Forcément que ça interroge. Maintenant qu'il a l'aval du peuple, que va faire Maduro de son encombrant voisin, le Guyana? Est-ce qu'il y a un risque que ça dégénère en un conflit armé? On va tout te raconter dans cette vidéo. Mais avant toute chose, on aimerait te parler de Surfshark, notre sponsor du jour. D'abord, la sécurité réseau. Avec Surfshark, ton historique de navigation en ligne est complètement blindé contre les regards indiscrets grâce à un cryptage impeccable. En prime, l'extension CleanWeb va te libérer des pubs et des logiciels malveillants. Et avec Surfshark Alert, tu seras alerté en temps réel si tes données personnelles sont divulguées en ligne. Mais attends, c'est pas tout. Surfshark, c'est le tout premier VPN commercial avec des serveurs dans plus de 100 pays. C'est comme un passeport numérique mondial. Un clic et hop, tu accèdes au contenu bloqué dans ton pays. Et si tu penses devoir choisir sur quel appareil utiliser ton VPN, détends-toi, avec Surfshark, un seul compte suffit pour ton portable, ta tablette, ton ordi, ta télé et même ta console, sans aucune restriction. Et la cerise sur le gâteau, tu peux partager ton compte avec tes meilleurs potes pour économiser des sous. Il te suffit de créer une cagnotte et ça te coûtera juste quelques centimes par mois. Et si tu viens de notre part, rien que pour le mois de décembre, profite de l'offre exclusive de Noël jusqu'à 6 mois supplémentaires totalement gratuits avec le code Diplometrix. On te laisse le lien dans la description et on reprend la vidéo. Pour comprendre le pourquoi du comment, il faut remonter à l'époque coloniale, plus précisément lorsque le Guyana était sous contrôle de l'Empire britannique et que le Venezuela était sous contrôle de l'Empire espagnol. Le Guyana Essequibo faisait partie de la capitainerie générale du Venezuela, un dominion espagnol créé par Charles III en 1777. Pourtant, la
première intrusion dans la région par une puissance coloniale autre que la couronne espagnole ne fut pas britannique mais néerlandaise. Ce sont les Néerlandais qui, sous le nez et la barbe de Madrid, établirent les premières colonies non espagnoles dans la région. Mais les guerres territoriales affaiblirent les Néerlandais au point qu'ils perdirent le contrôle de leur colonie. Ce sont les Britanniques qui prirent le relais en 1796. Quelques années plus tard, le traité anglo-néerlandais de 1814 et le congrès de Vienne de 1815 aboutirent à la cession des colonies d'Essequibo, de Demerara et de Berbice, les trois fleuves de la région, au Royaume-Uni. C'est comme ça que naquit la Guyane britannique, avec pour voisin à l'ouest la nouvellement créée République vénézuélienne. Oui, parce qu'en parallèle, Caracas obtenait son indépendance de la couronne espagnole. Le souci, c'est que les frontières répertoriées n'étaient pas assez claires, elles étaient trop imprécises. En même temps, c'est normal, il n'y avait personne qui y vivait. C'était la forêt vierge. Il n'y avait que des groupes amérindiens nomades qui ne parlaient ni l'anglais ni l'espagnol. C'est pourquoi, en 1841, la Royal Geographical Society engagea les services de Robert Herman Schomburgk, un naturaliste allemand, pour tracer la frontière de la Guyane britannique avec le Venezuela à l'ouest et avec la Guyane néerlandaise à l'est, aujourd'hui le Suriname. Cette étude a abouti à la démarcation de la ligne Schomburgk, une frontière qui accordait au Guyana britannique l'équivalent de 80 000 km² supplémentaires. Avant la définition de cette frontière, c'était le fleuve Essequibo qui délimitait les deux pays limitrophes. Or, aujourd'hui, c'est précisément ce territoire compris entre le fleuve Essequibo et la ligne Schomburgk qui est au cœur des tensions entre Georgetown, la capitale guyanienne, et Caracas, la capitale vénézuélienne. Mais comment ça se fait que presque 2 siècles plus tard, ce différend territorial est toujours irrésolu? Et sur quoi se basent les revendications du régime de Maduro? On va tout expliquer dans cette vidéo. Et on va commencer par le chapitre Histoire. De la bataille judiciaire au théâtre de guerre. Le Venezuela a scellé son indépendance de l'Espagne en 1821. Quelque temps plus tard, Simón Bolívar, le héros de l'indépendance latino-américaine, meurt en 1830. C'est à partir de ce moment-là que le Venezuela s'enfonce dans une spirale de violence, alors que les caudillos, les chefs de guerre, se disputaient le pouvoir. Or, c'est justement à cette époque-là que la Guyane britannique a tracé sa frontière sur la ligne Schomburgk. Les Britanniques ont traversé le Rubicon, enfin l'Essequibo, vous avez compris. Quelques décennies plus tard, dans les années 1880, Antonio Guzmán Blanco, le président vénézuélien de l'époque, commence à dénoncer ce qu'il perçoit comme une ingérence britannique en violation directe de la souveraineté territoriale vénézuélienne. Et sa tribune, c'est la scène internationale. La situation était tendue à un tel point qu'en 1895, même la Maison Blanche s'est saisie du dossier. Le différend a atteint un tel stade qu'il incombe désormais aux États-Unis de prendre des mesures pour déterminer avec suffisamment de certitude pour que ce soit justifié quelle est la véritable ligne de division entre la République du Venezuela et la Guyane britannique. Président Grover Cleveland, 17 décembre 1895. Face à la position nord-américaine, Londres a été contrainte d'accepter que la question de la Guayana Essequiba, puisque c'est comme ça que se nomme ce territoire contesté, soit réglée par un tribunal d'arbitrage international. En février 1897, le Venezuela, le Royaume-Uni et les États-Unis parvinrent à un accord tripartite pour démarrer un processus de réflexion pour une solution équitable et légale de la dispute territoriale. Après, on n'est pas sûr que le terme accord soit le terme le plus approprié pour définir cette concertation parce que la position vénézuélienne était clairement pas à son avantage. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit ça ? Déjà parce que le régime vénézuélien était absent du tribunal d'arbitrage. Ce ne serait pas le Venezuela qui assurerait la défense de ses propres intérêts, mais des avocats états-uniens. Or, à l'époque, les relations entre les USA et le Venezuela étaient pas spécialement bonnes. Rien ne permet d'affirmer que Washington défendrait efficacement les intérêts de Caracas. Le Venezuela a donc été cantonné à un rôle de spectateur dans le procès qui s'est déroulé à Paris en 1899. Une audience à laquelle une des parties n'était donc pas présente. Le tribunal était composé de 2 juges britanniques, de 2 juges états-uniens et d'un juge russe qui devait servir de token pour garantir la neutralité du processus judiciaire. À l'issue du procès, le
tribunal est arrivé à la conclusion que la ligne Schomburg était bel et bien la frontière légitime entre le Venezuela et la Guyane britannique. Ce qui impliquait donc que la domination britannique sur le territoire entre la ligne Schomburg et le fleuve Essequibo était légale et justifiée. En guise de compensation, le Venezuela s'est vu accorder la souveraineté sur l'embouchure du fleuve Orénoque, un espace stratégique qui faisait lui aussi l'objet d'un différend territorial entre le Royaume-Uni et le Venezuela, mais qui était sous le contrôle effectif de la couronne britannique. N'empêche que ce jugement constitue un revers judiciaire historique pour les aspirations vénézuéliennes sur la Guayana Essequiba. Alors, est-ce que cette décision de justice était justifiée? 123 ans plus tard, on n'est toujours pas certain des motifs derrière la décision prononcée par le tribunal de Paris. Et c'est précisément la raison pour laquelle le Venezuela considère que cette sentence arbitrale fut une mascarade, que la justice a été usurpée et que la souveraineté du Guyana, l'héritier de la Guyane britannique sur la Guayana Essequiba, est illégitime. Bien plus tard, dans les années 1950, le Venezuela connaît une période d'embellie économique en pleine dictature, celle de Marcos Pérez Jiménez. Or, quelques années après avoir été renversé en 58, il reconnaît publiquement que durant des décennies, le Venezuela avait préparé plusieurs plans pour intervenir militairement pour récupérer la Guayana Essequiba. Estábamos desarrollando una labor que a mi juicio hubiera culminado con dos cosas. O la Guayana inglesa en este entonces se anexa al territorio venezolano con un estatus especial, o hubiéramos tenido que por la fuerza recuperar el territorio del Essequibo. Du coup, en 1962, le Venezuela remet le couvert face aux Nations Unies en affirmant que la sentence arbitrale de 1899 devait être considérée comme nulle et non avenue en raison de soupçons selon lesquels la résolution visait à favoriser les intérêts britanniques. Et puis, à l'époque, l'armée vénézuélienne avait autre chose à faire, notamment se battre contre une guérilla armée et soutenue par un certain Fidel Castro. En conséquence, en 1966, Caracas et Londres se sont mises d'accord pour trouver ensemble un nouveau mécanisme d'arbitrage. Sauf que, une fois de plus, le Venezuela s'est fait enguirlander. Quelques semaines plus tard, le Royaume-Uni accordait à la Guyane britannique son indépendance. Elle devint ainsi le Guyana. À partir de ce moment-là, toute négociation future au sujet de la Guayana Essequiba devait se faire entre Caracas et Georgetown. Or, si l'accord entre Caracas et Londres prévoyait de trouver une solution dans un délai maximal de 4 ans, sans surprise, la nouvelle capitale guyanienne ne se sentait pas concernée. La situation s'est paralysée avec des escarmouches militaires ponctuelles du fait des tensions entre les deux pays. Avec les années, la question s'est progressivement effacée de l'agenda politique des deux pays, jusqu'à ce qu'un jour, elle refasse brutalement surface, le régime maduriste y voyant une opportunité pour gagner en popularité. Faut comprendre que le principal fait d'armes de Maduro, c'est d'avoir été le dauphin d'Hugo Chávez. Il n'est ni un grand idéologue, ni un grand chef d'État, et sa légitimité politique est pour le moins incertaine. Toute opportunité est bonne à prendre pour resserrer son étreinte sur le pouvoir. Déjà bien mal en point comme on l'a vu dans cette vidéo. Du coup, ça soulève quelques interrogations. Est-ce qu'il y a vraiment un lien entre la révolution bolivarienne et ce conflit territorial? Est-ce que Chávez et Maduro avaient de bonnes raisons de remettre cette dispute sur la table au risque de déclencher un conflit armé? Faites bien attention parce que vous risquez d'être surpris. Chávez et le Guyana, la fausse lune de miel. L'arrivée au pouvoir en 98 d'Hugo Chávez a marqué un véritable tournant dans l'histoire du Venezuela. La révolution bolivarienne impliquait une refonte complète du système politique vénézuélien. Au-delà de ses discours anti-impérialistes et anti-occidentaux, Hugo Chávez a aussi tenté de se rapprocher du Guyana voisin. Un sentiment de fraternité envers le Guyana est né, que nous sommes venus renforcer, et je dois vous dire que je continue à étudier les cartes du Guyana, non pour lancer des parachutistes ou placer des chars de guerre, mais pour voir
voir par où la route entre le Venezuela et Georgetown va arriver, ou pour voir où nous pouvons promouvoir des projets de développement conjoints. Feu Hugo Chávez, ancien président du Venezuela, février 2004. D'ailleurs, en 2005, le Venezuela a lancé une alliance pétrolière régionale, le Petrocaribe, pour faciliter l'achat de son pétrole par les pays de la région à des tarifs préférentiels, c'est-à-dire une moitié cash et l'autre moitié en prêt à long terme et à faible taux d'intérêt. Le premier bénéficiaire en est bien sûr Cuba, car Fidel Castro est le mentor spirituel d'Hugo Chávez. L'initiative est perçue comme un élément clé de la politique étrangère du socialisme du XXIe siècle. Ben, devinez quoi? Le Guyana a été l'un des premiers pays à rejoindre cette alliance. Signature d'un accord d'approvisionnement en hydrocarbures avec le Guyana. L'accord signé dans le cadre de l'accord de coopération énergétique Petrocaribe permettra aux pays voisins de recevoir de l'essence, du diesel, du jet A1, du fioul et de l'asphalte selon ses besoins. L'offre établie représente 50% de la consommation quotidienne du pays. Ce faisant, Georgetown est devenue complètement dépendante de Caracas pour son approvisionnement énergétique, ce qui a conféré au régime vénézuélien une énorme influence sur l'économie et la politique guyanienne. Le rapport de la Banque centrale du Guyana de 2009 faisait état d'une dette de 143 millions de dollars US envers le Venezuela, ce qui équivalait à l'époque à 15% de la dette extérieure publique. Et on s'attendait à ce qu'en 2010, la dette s'élèverait à environ 180 millions de dollars US. Francine Jacob, chercheuse à la Friedrich Ebert Stiftung. En revanche, la question de la Guayana Esequiba n'a jamais été évoquée. En fait, Chávez a considéré que le Guyana et le Venezuela étaient tous les deux victimes de l'impérialisme anglo-états-unien. Recuerdo que mi primer contacto con Guyana fue en unos planes de guerra. Cuando Venezuela había sido convertida en un subimperio. Nosotros nos metieron en la cabeza hace muchos años que ustedes eran enemigos nuestros. Imagínate tú. Ils sont hermanos. À l'époque, ils étaient nombreux à considérer que le Venezuela avait loupé une occasion historique de résoudre, ou tout du moins d'essayer de régler son différend territorial avec le Guyana. Et ces critiques se sont amplifiées dès lors que le Guyana a démarré ses prospections pétrolières. L'exploration pétrolière du Guyana ravive les conflits avec le Venezuela. L'opposition a accusé mercredi le gouvernement d'ignorer l'exploration pétrolière du Guyana dans une région frontalière revendiquée par le Venezuela. Alors, pourquoi est-ce que Hugo Chávez n'a rien fait pour essayer de récupérer la Guyane Essequibo? À l'époque, le régime chaviste avait d'autres priorités, notamment les tensions politiques avec la Colombie voisine. En fait, en 2009, avant l'installation de bases états-uniennes sur le territoire colombien, Chávez est allé jusqu'à suggérer qu'une guerre régionale était possible. Yo cumplo con mi obligación moral como jefe de Estado, presidente de Venezuela y soldado que soy, de alertar. Vientos de guerra comienzan a soplar. Chávez voulait isoler les pays non socialistes de la région et c'est pour y parvenir qu'il a créé l'Alliance Petrocaribe. Et l'ironie de l'histoire, c'est que celui qui était à l'époque le ministre des Affaires étrangères de Chávez, c'était justement Nicolás Maduro. Comme quoi, à l'époque, il n'en avait rien à faire de la Guayana Esequiba et du Guyana. Ce n'est qu'en 2013, après la mort d'Hugo Chávez, que la Guayana Esequiba redevient une priorité. Surtout que plusieurs compagnies pétrolières ont confirmé l'existence de nombreux gisements de pétrole dans les sous-sols de l'Essequibo et surtout dans la zone économique exclusive qui lui correspond. Mais le régime maduriste s'est contenté de protester et de condamner sans trop de conséquences, jusqu'en 2023. D'un coup, une sorte de ferveur nationaliste s'est emparée du régime, d'où les tensions de ces dernières semaines. Alors qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Pourquoi Nicolás Maduro et sa clique ont décidé de risquer un embrasement régional? Chapitre suivant. Maduro joue avec le feu. En fait, ce renouvellement de l'intérêt pour l'Essequibo de la part du régime maduriste n'a absolument aucun intérêt. On nage en pleine incohérence. Et ça se ressent jusqu'à dans le référendum du 3 décembre, avec un total de 5 questions à la formulation plutôt complexe. Parmi ces questions, 2 sont particulièrement inquiétantes. Êtes-vous d'accord avec la position historique du Venezuela de ne pas reconnaître la compétence de la Cour internationale de justice pour résoudre le différend territorial sur le Guayana Essequiba? Êtes-vous d'accord avec la création de l'État de Guayana Essequiba et le développement d'un plan
accélérée pour l'attention intégrale de la population actuelle et future de ces territoires, y compris entre autres l'octroi de la nationalité et des cartes d'identité vénézuéliennes conformément à l'accord de Genève et au droit international, incorporant de fait les 10 États sur la carte du territoire vénézuélien. Question référendaire du 3 décembre 2023. Ces deux questions confèrent à l'État vénézuélien un pouvoir déraisonnable. Premièrement, celui d'ignorer la Cour internationale de justice, ce qui écarte la possibilité d'une résolution pacifique du conflit par la voie diplomatique. Ce qui nous mène au deuxième gros souci. En l'absence d'issue négociée du conflit, quelles sont les alternatives ? En fait, le Venezuela envisage l'annexion de la Guayana Esequiba, ce qui n'est évidemment possible que par le recours à la force militaire. Que nosotros vamos a defender nuestros derechos sobre la Guayana Esequiba en todos los ámbitos. La vamos a defender sin caer en provocaciones y sin escuchar los tambores de la guerra que el presidente de Guyana hoy impulsado. Au Guyana, c'est panique générale. Après tout, on parle quand même du risque d'annexion de 74% du territoire national et d'une majorité de ses réserves pétrolières dont la production n'a cessé d'augmenter ces dernières années, comme on en a déjà parlé dans cette vidéo. Bref, la situation est critique pour Georgetown et les Guyaniens. Le Guyana déclare devant la CIG que les référendums au Venezuela sur la zone contestée constituent une menace existentielle. En plus, pour les Guyaniens, l'enjeu va bien au-delà de l'intégrité territoriale, surtout qu'en plus, le territoire disputé est très peu peuplé. En fait, depuis 2015, la production pétrolière du Guyana a décollé de manière exponentielle, ce qui pourrait faire du Guyana le pays le plus riche d'Amérique latine. Mais encore une fois, pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce que le Venezuela a décidé de remettre la question de la Guayana Esequiba sur la table que maintenant? Il y a d'énormes contradictions au sein de l'appareil d'État vénézuélien. Guyana asume una posición beligerante de odio contra la República Bolivariana de Venezuela, donde Guyana hace pactos con la ExxonMobil, con el Comando Sur de los Estados Unidos. 2015, c'est autour de cette période-là que Nicolás Maduro situe le changement de trajectoire du Guyana. On est aujourd'hui fin 2023. Pourquoi est-ce que le régime vénézuélien a attendu 8 longues années avant de se révolter? Si ce territoire est si critique pour la révolution bolivarienne, alors pourquoi est-ce qu'ils se sont attelés à la tâche de récupérer le Guyana Esequibo si longtemps après? Tout ça, vous en conviendrez, c'est très louche. También dispuestos a escarmentar a quien se atreva a tocar 1 metro cuadrado de territorio argentino. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Celui que vous venez de voir à l'écran, c'est un dictateur argentin, Leopoldo Fortunato Galtieri, qui n'est resté que 5 mois au pouvoir. Et ce discours, c'était la célébration publique de l'opération militaire éclair de l'armée argentine contre les îles Malouines en avril 1982. Aujourd'hui, avec le recul, on est sûr à 100% que la décision d'envahir les Malouines sous souveraineté britannique était en réalité destinée à consolider le pouvoir de la dictature militaire argentine en perte de vitesse. En gros, l'objectif, c'était de distraire la population argentine en s'inventant un conflit territorial pour pousser une cohésion du peuple derrière le pouvoir en place. Le résultat de cette excursion militaire, un désastre pour l'État argentin. Une armée argentine mise en déroute par la marine britannique. Cet échec militaire a précipité la chute de la dictature argentine et la fin des revendications territoriales de l'Argentine sur les Malouines. Alors se pourrait-il que le régime maduriste soit en train de procéder de la même manière? Bon, il y a quand même quelques différences notables. Premièrement, le Guyana n'est pas une dépendance britannique, mais une nation indépendante à part entière. Donc pas de débâcle militaire en perspective pour le Venezuela. Et en même temps, ça invalide l'argument d'anti-impérialisme. Ensuite, en cas de conflit armé, la disparité entre le Venezuela et le Guyana est énorme. L'armée bolivarienne compte quelques 137 000 soldats, alors que l'armée guyanienne n'en compte que 5 000. Donc, même si l'armée vénézuélienne n'est pas la plus moderne ni la plus expérimentée, le rapport de domination en faveur du Venezuela reste écrasant. En fait, ça fait des décennies que les opérations de l'armée du Venezuela se résument au trafic en tout genre, armes, or et drogue. N'empêche qu'elle ne fera qu'une bouchée de l'armée guyanienne. Après la guerre dans un environnement pareil, la forêt tropicale, c'est pas évident. Les avions, les chars, les hélicos, c'est moyen utile dans la jungle. Alors si le contexte n'est pas le même, il se pourrait bien que l'objectif recherché par le régime vénézuélien soit le même que celui
celui de la junte militaire argentine au début des années 80. Maduro souhaite éviter une ouverture démocratique en usant d'une cause pseudo-nationaliste exaltante, au risque que ça dérape en un conflit armé, avec tous les risques que ça entraîne. En plus, les circonstances y sont plus ou moins favorables. L'opposition politique interne vénézuélienne et les États-Unis sont actuellement en train de négocier avec le pouvoir en place à Caracas pour la tenue d'élections libres en 2024, qui aboutirait probablement à la défaite du régime maduriste. Oui, parce qu'en fait, l'opposition s'est mise en ordre de bataille derrière une candidate unique, María Corina Machado. En fait, l'opposition a organisé des primaires auxquelles ont participé 2 millions de Vénézuéliens, malgré les difficultés logistiques et les obstacles posés par le régime maduriste. Les spécialistes de la région considèrent que les tensions avec le Guyana sont un moyen de justifier la déclaration d'un état d'urgence pour suspendre le processus électoral. D'autres pensent au contraire qu'une victoire militaire écrasante et l'incorporation de la Guayana Esequiba au territoire vénézuélien est un argument électoral pour mousser le régime et permettre une nouvelle victoire de Maduro. Ou, encore plus cynique, ce référendum, ce serait uniquement un test pour vérifier à quel point c'est possible de pirater les systèmes de vote électronique en vue des prochaines élections. Et dans le pire des cas, une annexion de la Guayana Esequiba ou la menace d'une annexion constitue un atout majeur dans la manche du régime maduriste pour exercer une certaine forme de pression sur Washington qui n'a aucun intérêt à voir un conflit éclater dans la région. D'autant plus que c'est la boîte états-unienne ExxonMobil qui exploite le pétrole offshore du Guyana. Bref, l'armée vénézuélienne est sur le pied de guerre, prête à intervenir avec ou sans le feu vert du régime maduriste. En cas de guerre, l'influence de l'état-major vénézuélien sur la vie politique du pays en sortirait très renforcée. Empeñado estoy en pedirles que salgan a votar. Esta no es una guerra armada por ahora. No es una guerra armada. Pour l'instant, le haut commandement vénézuélien soutient le régime maduriste tout en faisant preuve de fermeté. Après, est-ce qu'ils iront au bout de leurs promesses et déclencheront un conflit armé dans le seul but de protéger un projet politique de plus en plus incertain? Au départ, ils étaient sûrement convaincus qu'une guerre contre le Guyana serait de faible intensité et de courte durée, en raison de l'incapacité de l'armée guyanienne à se défendre. Mais à présent, il est très possible que cet affrontement dégénère en un conflit régional. Crise Venezuela-Guyane. Les États-Unis annoncent des exercices militaires au Guyana. Les États-Unis ont annoncé jeudi le début des exercices militaires aériens de routine au Guyana, en Amérique du Sud. Une manière de rassurer leurs alliés dans la région de l'Essequibo, riche en pétrole, et revendiquée par le Venezuela. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir vendredi pour tenter d'apaiser les tensions entre les deux pays. Au moment même où on tourne cette vidéo, on apprend que le Brésil est en train d'envoyer à la frontière 600 soldats supplémentaires du 18e régiment de cavalerie. Face aux tensions, le Brésil renforce sa présence militaire à la frontière avec la Guyana et le Venezuela. Il ne s'agit pas d'intervenir militairement, mais d'envoyer un signal au Venezuela et au Guyana. Le Brésil ne veut pas d'une guerre à sa frontière. En tout cas, ces entraînements militaires de l'armée US dans la région constituent un signal fort à l'attention du régime maduriste. Et la présence d'ExxonMobil au Guyana est certainement la principale raison derrière ce rapprochement militaire entre Washington et Georgetown. Si le Guyana n'est pas en mesure de résister seul à l'armée vénézuélienne, il n'est pas à écarter qu'une coalition internationale intervienne en faveur des Guyaniens. Mais ne nous voilons pas la face, il s'agit davantage de préserver l'industrie pétrolière nord-américaine que de sauvegarder les acquis démocratiques ou la souveraineté territoriale du Guyana et de lutter contre le régime illibéral de Caracas. Vraisemblablement, le régime vénézuélien ne s'attendait pas à une réaction des États-Unis dans la région, mais en même temps, le régime maduriste et l'armée vénézuélienne semblent prêts à tout, même à franchir la ligne rouge pour ne pas être évincés du pouvoir. À présent, le risque de guerre, il est réel, mais à notre sens, ce n'est pas l'issue probable. On penche plutôt pour un écran de fumée de la part du régime maduriste et c'est probablement un simple levier de pression pour prendre l'avantage dans les négociations entre Caracas et Washington. Rappelez-vous que depuis le début de la guerre en Ukraine,
d'Ukraine et l'imposition de sanctions par l'Occident à l'industrie pétrolière russe, l'Europe et les USA ont besoin de faire repartir la production mondiale de pétrole. Comme l'Arabie Saoudite est alignée sur la position du Kremlin, il reste plus que le Venezuela. Or, lui aussi est sous sanctions. Donc, pour que l'entreprise d'État PDVSA puisse répondre à la demande de pétrole, le régime vénézuélien a besoin d'une levée, au moins partielle et temporaire, des sanctions. Les États-Unis ont accepté de le faire pour 6 mois, à condition que les élections de 2024 soient libres, ou tout du moins que l'opposition puisse y participer. Il se trouve que la candidate de l'opposition dont on vous a parlé tout à l'heure, María Machado, a été frappée d'une peine d'inéligibilité. Et c'est la Cour suprême du Venezuela qui décidera si elle peut ou pas se présenter. Or, la Cour suprême, elle est aux ordres du pouvoir maduriste. Maintenant, vous savez quels sont les enjeux des négociations entre Caracas et Washington. On verra comment la situation évoluera dans les prochains jours. En attendant, c'est à ton tour de nous dire ce que tu en penses. À ton avis, est-ce que le Venezuela osera mettre ses menaces à exécution et annexer la Guayana Esequiba? Écris ta réponse dans les commentaires. On espère que cette vidéo t'a botté. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de la partager à tes potes. Et rappelle-toi qu'avec le code Diplometrix, rien qu'en décembre, tu pourras bénéficier de 6 mois supplémentaires offerts avec Surfshark. On te met le lien dans la bio. Allez, à très vite, tchuss, gracias y hasta luego.